Yo, j'étais en vacances la semaine dernière, du coup j'en ai profité pour écouter pas mal de podcasts sur d'ailleurs un podcast qui s'appelle SaaS Club, qui est particulièrement intéressant et je me suis aperçu dedans en fait qu'à la fin il y a une question qui est quel est le bouquin un petit peu que les gens qui sont dans le SaaS recommandent, et c'était assez intéressant comme question parce qu'en fait du coup il y avait une tonne de bouquins que je ne connaissais pas, sur tout un tas de sujets d'ailleurs. Il y en a un qui revenait souvent, qui est d'ailleurs l'un des livres que j'avais conseillé aussi quand j'étais passé dans ce podcast-là, qui est From Impossible to Inevitable de Jason Lemkin et Aaron Ross, et qui est un livre qui traite en fait un peu de les différents cycles de vie d'un SaaS. C'est un bouquin que j'avais acheté quand je bossais à Bourse de Family il y a... Je sais plus, j'étais tombé sur... Je me baladais sur Amazon et en fait j'avais vu que ce bouquin était un nouveau bouquin. Et je l'avais acheté en plus sans trop savoir de quoi il allait parler. Et j'ai été agréablement surpris par ce livre que je considère aussi comme parmi les bibles en fait qu'on est obligé un peu de lire quand on veut rentrer dans le SaaS, notamment quand on... Et qui peut se lire en fait à tout moment. À la fois si on est un bootstrapper qui veut démarrer un SaaS, et comme quelqu'un qui est déjà à une série A et qui voudrait par exemple scaler sa sales team et éviter par exemple les erreurs de recrutement qu'il pourrait faire quand il construit sa sales team, à quel moment il faut recruter un VP Sales, à quel moment il faut commencer à créer un système prédictible de lead, comment est-ce qu'on fait, quelles sont les différentes métriques à monitorer. Donc c'est vraiment un bouquin particulièrement complet. Et je me suis souvenu que en fait, j'avais pris des notes à l'époque. Et donc j'ai retrouvé le document, c'était un Google Drive, et j'en ai profité un peu pour le mettre sur Notion. Et on va regarder ça ensemble. Alors c'est un peu long, hein, comme vous pouvez voir, donc je ne vais pas vous faire chaque point parce que sinon on a pour des heures. Je vous mettrai au contraire le lien de ce document Notion en description, parce que je pense que ça peut être plus intéressant de le lire tranquillement à tête reposée dans son lit ou ailleurs. Mais il y a quand même des différentes parties que j'aimerais qu'on traite ensemble, parce que je pense que ça peut apporter pas mal de valeur. Alors, bon, il y a différents chapitres, hein, vous en avez à peu près 18, et vous avez du coup ce premier chapitre qui est extrêmement important, qui est Nail a Niche. Et ça, je pense que c'est la chose primordiale quand on commence un SaaS, c'est s'attaquer à une niche. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, parce que je voyais que c'était une erreur assez régulière que je voyais surtout sur les first-time founders qui du coup sous-estiment aussi un petit peu la difficulté du SaaS et de réussir déjà à construire un petit truc qui fonctionne, et du coup qui peuvent très vite se laisser malheureusement un petit peu divaguer, dériver sur tout un tas de bonnes idées intéressantes qu'ils peuvent avoir, mais qui fait qu'en fait on va devoir construire un patchwork de features. Et il y a d'ailleurs une phrase dans ce livre qui est importante qui dit qu'un esprit confus n'achète pas. Donc plus on a de fonctionnalités, en fait plus finalement on prend le risque de rendre les gens confus sur son produit. Et donc c'était intéressant parce que ce chapitre en fait il traite de différents indicateurs qui font par exemple que l'importance de commencer par une niche, mais aussi de différents indicateurs qui fait qu'en fait on a saturé une niche. On l'a un peu master, c'est qu'on est capable de trouver et d'avoir des gens qui s'inscrivent sans forcément qu'on ait fait d'efforts pour qu'ils s'inscrivent. C'est plus des gens qui peuvent venir de vous, comme il dit, parce qu'ils vous ont trouvé d'une manière ou d'une autre. Et là, c'est là qu'en fait, quand on commence à avoir ce genre de structure, qu'on sait que en fait, notre niche arrive à nous trouver sans que l'on ait forcément besoin d'efforts à faire. Donc ça c'est un chapitre particulièrement important. Il y a un point aussi, ça tout le monde le sait un peu, mais c'est toujours bon de le rappeler, c'est que les gens qui viennent du referral et donc du bouche à oreille, c'est toujours ceux qui ont souvent l'attention, la fenêtre d'attention, qui vous accorder l'attention la plus longue par rapport à des gens qui pourraient vous venir d'autres canaux publicitaires par exemple, ou d'un post que vous avez mis sur LinkedIn ou ailleurs. Donc le bouche à oreille c'est quelque chose qui est vraiment vraiment clé. Et qui, l'une des caractéristiques d'ailleurs d'un product market fit, quand on commence à avoir du bouche à oreille sur un produit SaaS, c'est très souvent qu'on a tapé dans quelque chose qui fonctionne, qu'on a trouvé quelque chose qui est intéressant, et que l'on est qu'on n'est pas loin d'avoir atteint, si ce n'est d'avoir atteint un product market fit. Et toutes les boîtes en fait, elles ont commencé par une niche. Salesforce, c'était Salesforce Automation, Zenefit, c'était
les compagnies californiennes, Facebook, c'était tout simplement, Facebook c'était une niche aussi, hein, c'était les écoles d'Ivy League, et essentiellement Harvard au début. Donc il y a vraiment cette notion très importante que j'ai beaucoup aimé et qui a été, en fait, je pense, le chapitre à lire quand on veut démarrer un SaaS. Alors après, bon, il y a plusieurs autres chapitres qui sont intéressants, comme notamment le fait que il y a un moment où on va atteindre un petit peu on va dire, une situation où on va stagner. Et généralement, en fait, pour réussir à mettre en valeur la valeur dans son produit, la valeur de son SaaS, il faut réussir à prouver aux autres deux choses. Enfin, il y a une myriade de choses à faire, mais c'est souvent, en tout cas, c'est même une remarque que je me suis fait en écoutant SaaS Club, c'est que souvent les produits qu'on voit, soit ils nous font gagner du temps, soit ils nous font gagner de l'argent. Alors des fois, il y en a qui font gagner à la fois du temps et de l'argent, ça c'est le top. Mais quand on arrive à se placer un petit peu dans un de ces cas-là, on est souvent en train de résoudre bien un problème qui n'est pas un nice to have. Parce qu'on a détecté par exemple dans son entreprise dans laquelle on était employé qu'il y avait un process qui ne fonctionnait pas très bien et qu'on a réussi à l'automatiser et qu'on se dit bah tiens ça on pourrait faire un produit parce que mine de rien on est tous en train de le faire là dans les spreadsheets et que en fait on pourrait le faire beaucoup mieux. Donc là on a gagné du temps. Puis il y a d'autres produits qui permettent de gagner de l'argent en fait en automatisant autre chose. Donc c'est aussi une bonne manière de voir un peu le prisme de lecture d'un SaaS à travers ces deux facteurs qu'on pourrait appeler les 2T, temps et thune, et qui seraient en quelque sorte aussi une manière de prioriser les fonctionnalités. Est-ce que cette fonctionnalité-là va permettre à un utilisateur de gagner plus de temps et de gagner plus d'argent? Alors, il y a aussi d'autres points importants dans cette partie dans ce chapitre 2 qui signifient qu'en fait, c'est une erreur que j'ai fait aussi beaucoup, mais je pense qu'on l'a fait tous un peu, c'est on construit la feature et on s'attend à ce qu'ils arrivent tous. En fait, en général, ça c'est comme il explique un conte de fées. En général, déjà, c'est pas toujours fréquent que l'on construise le truc parfait et qu'on vise pile poil dans la cible. Ça peut arriver qu'au contraire, en fait, on vise pas juste et qu'il va falloir itérer. Et surtout, en fait, que les gens vont pas venir d'eux-mêmes. Donc, il va falloir un petit peu, si on veut exister sur Internet, il faut un peu bouger des bras. Et du coup, il faut être capable de pouvoir, en fait, réussir aussi à créer une sorte de marketing pour faire venir les gens et aller les chercher à la main. Et ça, c'est un truc d'ailleurs qui est très important. C'est que si vous voulez gagner à une chose, en fait, si vous apprenez à faire une chose extrêmement bien, plus tard vous saurez comment gagner à la chose suivante pour faire les fonctionnalités suivantes. Mais concentrez-vous sur vraiment une chose. La spécialisation, je pense que c'est clé. Et je voudrais même faire une aparté sur ça parce que c'est quelque chose que je suis en train de corriger. C'est dangereux en fait quand on fait un SaaS et qu'on commence à avoir plusieurs ICP. Ça arrive plus souvent qu'on le pense. Parce que en fait, ICP, dans le terme ICP, donc Ideal Customer Profile, je pense qu'il faut très vite le conjuguer au singulier quand on démarre un SaaS. Dès qu'il commence à avoir plusieurs ICP, c'est très dangereux parce que on devient un petit peu schizophrène et surtout on risque au-delà de se complexifier l'exécution, on risque très souvent d'avoir 2 produits en un, ou voire 3 produits en un. Et on en revient à ce qu'on disait au début, c'est souvent plus facile c'est déjà super difficile d'être très fort à une chose. Donc si vous avez par exemple à la fois des SaaS qui utilisent votre produit, mais aussi des agences de sales, comme c'est mon cas, ça peut poser problème parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes besoins, ils n'ont pas forcément les mêmes exigences sur certaines choses, le churn n'est pas le même. Donc à ce moment-là, il y a des compromis à faire parce que dans le SaaS, le churn c'est quand même la clé. Parce qu'en fait, le SaaS est un modèle qui fait que finalement, le revenu, à partir d'un certain moment, il est très souvent réalisé, le gros du revenu, par les utilisateurs passés, par les inscrits, les subscriptions qui ont été acquises dans les mois précédents et pas dans ce mois-ci. Donc c'est un peu ça la beauté, mais c'est aussi très dépendant du churn en fait. Donc je pense que ça c'est aussi un clé, ne vous concentrez pas sur trop d'ICP. Je pense qu'une bonne règle c'est un ICP, une proposition de valeur et un canal d'acquisition. Parce qu'en fait, quand vous êtes très bon sur ce triptyque là, vous serez capable d'à peu près amorcer votre SaaS pour peu que vous ayez un product market fit de manière très rapide et vous atteindrez sûrement en fait, ce qu'on pourrait appeler
le ramène profitable et surtout, moi j'aime bien appeler ça le fuck you money parce que c'est un petit peu quand on a atteint cette phase-là, une phase un peu jouissive parce qu'on n'est plus obligé de commencer à réfléchir ah, et si j'allais faire du freelance, ah, si j'allais faire ci, et si j'allais faire ça pour faire un peu de cash pour pouvoir continuer à payer mon loyer et à vivre. Donc ça, je vous conseille absolument de vous spécialiser au maximum. Et c'est comme il le dit d'ailleurs ici, hein, il faut être capable de perdre les gens qui veulent toutes les couleurs de crayon pour se concentrer en fait uniquement sur ceux qui apprécient par exemple ce crayon de couleur orange qu'on va pouvoir leur vendre d'ailleurs à un price point un peu plus élevé et surtout en fait on va aussi se simplifier la vie d'un point de vue ciblage parce que quand on cible tout le monde en fait on cible un peu personne parce que c'est extrêmement difficile d'avoir un coût d'acquisition de différencier les utilisateurs qui vont avoir une connexion plus élevée, etc. Du coup, dans les systèmes de publicité, de network payant, on va pas pouvoir jouer parce qu'en fait, c'est une compétition de business model où plus vous avez une lifetime value fort, plus vous pouvez avoir un CPC qui est haut. Donc, toutes ces choses-là, en fait, font que la spécialisation, c'est vraiment clé. Donc, en fait, on peut le voir. Hein, d'ailleurs, les 3 premiers chapitres, ça parle vraiment de ça. Hein, c'est vraiment clé sur cette notion de spécialisation du SaaS. On a aussi une partie qui est de contrôler, de posséder son process de vente, de marketing. Parce qu'en fait, si vous essayez de déléguer cette partie-là, ça marche. Hein, vous pouvez le déléguer hein, si vous avez envie. Il y a des agences que vous pouvez engager et vous les payez en fait à la démo. Je connais des gens qui font ça et ça fonctionne. Hein. Ils ont des gens qui payent. Hein, et les gars, en fait, ils leur trouvent plein de démos. Alors, c'est intéressant à ma attention d'ailleurs, parce que toutes les agences ne sont pas égales, bien évidemment. Il y a des agences qui sont très fortes, qui vont être capables de vous trouver une tonne de démos. Le seul problème que j'ai vu d'expérience dans les boîtes qui font ça, c'est qu'il y a des gens qui sont très très forts pour obtenir une démo. Et en fait, derrière, quand on se retrouve en démo avec ces gens-là, on se rend compte qu'ils ne sont pas super qualifiés. Ils ont dit oui à la démo, mais ils ne sont pas super emballés. Donc vous, en fait, le gars, il s'en fout parce que vous le payez à la démo. Donc en fait, que le mec soit qualifié ou pas, c'est pas forcément son problème. Après, c'est à vous de le closer. Donc il y a aussi ce downside à avoir un petit peu, à faire attention. Je connais une boîte qui travaille avec une startup qui s'appelle Les Cousins, qui est une agence de sales que vous pouvez checker si vous avez envie d'externaliser votre process. Mais comme il le dit, si vous possédez votre process de vente et que vous arrivez à le master, vous serez capable de le scaler. Et si vous ne le possédez pas, ça va être du coup impossible parce que vous serez dépendant de ces gens-là. Par contre, vous pourrez plus simplement démarrer quoi. Alors, il y a le chapitre 4 qui traite d'un point important qui consiste à finalement réussir à créer une sorte de pipeline prédictible de leads et de réussir à trouver un petit peu comment on peut générer des leads de manière rapide, enfin pas rapide mais plutôt prédictible. Et donc comme il explique, hein, le succès du jour au lendemain c'est un conte de fées, encore une fois, ça n'existe pas. Donc méfiez-vous aussi de tous ces messages que l'on voit de plus en plus sur LinkedIn. Moi honnêtement ça m'agace de plus en plus, c'est pour ça d'ailleurs que j'utilise que LinkedIn en push, où je pose des trucs mais j'essaie de lire de moins en moins, même s'il y a du bon contenu. Parce que le souci en fait c'est que faire un SaaS ça prend du temps. Même pour vous faire le chapitre 18, c'est ce qu'il dit, hein, il faut 24 mois. Hein. Est-ce que vous êtes prêt à engager 24 mois de votre vie sur un SaaS? C'est ça la question. Si vous n'êtes pas prêt à 12 mois, ce ne sera pas assez. Est-ce que vous avez le cash pour tenir 24 mois? Et d'ailleurs, en France, on a quand même le chômage qui est quand même une carte importante. Moi, c'est ce que j'ai utilisé pour monter mon SaaS, ça m'a beaucoup aidé. Baptiste de Crisp, c'est aussi ce qu'il a fait. Je connais plein de gens, Drop Contact aussi, Denis, il l'a utilisé. Il y a plein de gens qui ont utilisé cette carte-là. Utilisez-la, c'est une carte importante. On a de la chance d'avoir ça dans notre pays. De toute façon, si votre SaaS il cartonne, vous rembourserez 100 000 fois votre chômage, donc il n'y a aucun problème. Prenez-le, faites une rupture conventionnelle, ne démissionnez pas et prenez votre SaaS parce que prenez votre chômage parce que faire un SaaS c'est du long terme, ça prend du temps, c'est un diesel, ça prend du temps à démarrer. C'est pas un truc qui va exploser du jour au lendemain et surtout en fait on a souvent une idée de ce qu'on veut faire mais on se retrouve après 12 mois plus tard à faire quelque chose qui est pas totalement ce qu'on avait imaginé de départ. Et ça c'est du coup du temps où on est obligé de passer par là, mais malheureusement, en fait, c'est du temps un peu perdu au début. Mais il faut passer par là. Et si 6 mois, c'est pas assez. Donc méfiez-vous de tous ces gens là sur LinkedIn qui vous disent ouais, j'ai réussi à faire 20 000 euros je sais pas, en 3 mois ou je sais pas quoi. Tout ça, c'est souvent en plus, c'est des trucs qui sont bullshités parce que c'est des gens qui ont des agences. C'est pas du SaaS, c'est pas du hardware. C'est beaucoup plus facile de faire
de faire 12 000 euros en un mois avec une agence de sales, de service ou de design, de ce que vous voulez, qu'avec un SaaS, on doit partir d'une feuille blanche. C'est quelque chose qui prend du temps. Donc, soyez prêts à avoir, et je recommande ça, 24 mois de cash. D'ailleurs, si moi j'ai fait cette erreur-là sur mon première boîte que j'ai montée, j'avais pas assez de cash, ça m'a coûté un burn-out. Donc, il faut gérer son cash. L'entrepreneuriat, c'est un jeu de cash. Donc, voilà. Et d'ailleurs, il dit un conseil important, c'est que si vous voulez commencer une startup dans la tech ou essayer de lever de l'argent, soyez à 100% sûr que c'est vraiment ce que vous voulez faire dans ce monde. Parce que c'est la meilleure chose que vous voulez faire dans le monde. Parce que, bien évidemment, c'est un engagement qui est... si ça marche au bout de 24 mois, vous êtes engagé après pour un certain moment. Et surtout, quand on lève de l'argent, attention, il y a des milestones à atteindre. Parce que très souvent, quand on part dans une démarche de lever de l'argent, c'est pas on va faire une levée et après on arrête. Il y en a qui arrêtent. Mais la plupart du temps, on va refaire une série derrière et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on recrute et parce qu'on commence à essayer de comprendre comment utiliser l'argent de la meilleure manière pour croître le plus vite ou pour construire son produit de manière la plus rapide possible. Ou des fois, on a aussi de la R&D. Il y a des gens qui lèvent parce qu'ils ont de la R&D à faire. Et ils sont obligés de passer par là. Donc, ce chapitre 4, très intéressant. Il parle également aussi de 3 différentes manières de créer des leads. Donc là, les seeds, les nets et les spears. Je vous laisserai lire ça en détail. Il y a du coup le chapitre 5 qui parle du Customer Success. Alors après, en fait, il a différencié. Donc, chapitre 5, c'est sur les seeds. Le chapitre 6, c'est sur les nets. Et le chapitre 7, c'est sur les spears. Ce qui est intéressant, c'est qu'au final, le Customer Success, ce qu'on appelle le Customer Success, en fait, c'est un petit peu c'est très différent du Customer Service, attention. Les Customer Service, ce sont des gens qui vont être là pour répondre à vos questions au quotidien, pour vous rediriger vers les bonnes ressources, etc. Le Customer Success, c'est des gens qui vont s'assurer tout au long de l'année que vous réussissiez à tirer 100% de la valeur du produit. Alors bien sûr, c'est idéaliste comme revenu, mais c'est vraiment ce genre d'objectif qu'ils ont. Le but du Customer Success, c'est de réussir à réduire le churn et à permettre que les contrats annuels soient renouvelés l'année suivante. C'est vraiment des types de personnes qui vont faire un job très différent du Customer Service. On est vraiment dans comme dans du Customer Success, comme son nom l'indique, et dans de l'onboarding très très souvent. Et dans du coup de l'analyse de comment l'utilisateur utilise le produit, est-ce qu'il a compris, est-ce qu'il l'utilise à son plein potentiel. C'est vraiment des gens qui sont là pour vous aider à maximiser votre usage du produit et vos retours du coup sur investissement. Alors, ça aussi, il indique que ce point très important dans le SaaS, c'est que la plupart des grandes entreprises, en fait, leurs clients les plus importants, ils viennent souvent du bouche à oreille. Et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on voit assez rapidement. Mais je pense que c'est un peu la condition sine qua non d'un product market fit. Product market fit, de toute façon, c'est est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils utilisent, /pay, et est-ce qu'ils derrière, ils en parlent autour d'eux. Quand on a un product market fit, très souvent, on est capable on génère du bouche à oreille derrière. Et du coup, ce bouche à oreille peut très vite ramener beaucoup d'utilisateurs très très valuable au fil du temps. Il y avait une anecdote aussi que j'ai bien aimée dans ce bouquin qui explique qu'en fait, il y a un mec, je me souviens plus, il bossait pour quelle boîte, je crois que c'est Zenefit, si je dis pas de bêtises, mais à vérifier, qui s'est rendu compte que, en fait, quand un produit était utilisé dans les 90 jours et de manière assez soutenue, en fait, l'usage il va être 3 fois supérieur en fait au reste de l'année par rapport à un utilisateur qui n'a pas adopté le produit rapidement. Alors vous allez me dire oui, c'est un petit peu évident, mais en fait ce qu'il veut dire par là, c'est que il y a une question de moment. Plus un utilisateur il arrive sur le produit et plus il comprend comment l'utiliser rapidement, surtout pour les produits en self-serve, plus derrière vous allez enclencher un cercle virtueux qui fait que même dans les mois qui vont suivre, c'est un utilisateur qui va être très engagé. Donc c'est pour ça que l'onboarding, c'est quelque chose qu'il faut travailler sans cesse, c'est quelque chose qui a un impact très important, non pas sur l'activation, mais également sur la rétention, aussi en quelque sorte sur la referral et le revenu, parce que quelqu'un qui comprend bien un produit va être plus à même de comprendre où la valeur se trouve, de vivre cette valeur-là et derrière d'en parler. Donc c'est un mec qui va vous faire votre marketing à votre place, et je pense que l'onboarding, c'est quelque chose qui est malheureusement pas assez travaillé, malgré l'impact qu'il produit. Donc pensez à ça. Et comme il explique,
on est capable de démultiplier l'usage avec des bons onboarding. Alors après, il y a ce chapitre là sur les nets, / inbound marketing. Donc c'est souvent quand on fait de l'inbound, on est capable de récupérer du coup un fort volume de leads. Le seul problème de ça, c'est que du coup, il va falloir faire un très gros travail de qualification, comme il explique, parce que on ne veut pas balancer des leads qui ne sont pas intéressants à nos équipes de sales pour qu'elles fassent des démos à des gens qui sont que moyennement intéressés par ce que vous faites. Alors il y a aussi une anecdote de quelqu'un qui bosse. Alors je crois que c'est lui qui bossait à Zenefit, je me souviens plus. Mais en gros, il s'est rendu compte que il a essayé de craquer le processus de démo. Et c'est après, en fait, en mettant en place un système prédictible de lead génération et en scalant ses équipes sales, en faisant des très très bonnes démos, qu'il est parvenu à faire exploser le revenu de sa boîte. Donc ce triptyque lead génération, démo en mode activation, etc., fait par souvent des BDR. Et après, derrière, on a du coup toute cette partie aussi par le Customer Success. Ce triptyque-là, il est très très important dans un SaaS. À la fois des bons SDR qui vont être capables de générer du lead, à la fois des bons BDR qui vont être capables de gérer les démos à fond et à faire des très très bons calls qui vont convertir et qui vont être capables de montrer où la valeur se trouve, la rendre visible. Et derrière, cette notion de Customer Success, quand on a un triptyque comme ça très très bon, et ben en fait, on est capable d'avoir de la croissance beaucoup plus rapidement. Alors, il explique aussi qu'il faut savoir où est-ce qu'elles sont les objections, parce qu'en fait, ça c'est un truc qui va aider beaucoup pour le messaging. Donc ça, c'est souvent plus des informations qu'on a en démo. Donc c'est très important de mettre en connexion les équipes qui font les démos avec les équipes produits, voire marketing, pour pouvoir facilement modifier les pages et les objections, les désamorcer le plus tôt possible. Ça peut être plein de choses, hein. Moi d'ailleurs ce matin j'en ai eu une, c'est quelqu'un qui a lu en fait mes conditions générales d'utilisation sur The Company's API et qui avait marqué, en fait j'avais fait une erreur parce que bien évidemment je les avais copiées de quelque part, mes conditions générales d'utilisation, et j'avais pas vu que j'avais mis une phrase qui était que les gens ils peuvent pas utiliser ma donnée, en fait ils peuvent pas la revendre. Sauf que oui, on peut la revendre ma donnée, bien sûr, j'ai même plein de clients qui le font. Et du coup, en fait, forcément, là, tu vois, ça, quand tu as ça, la personne en démo, elle te dit, ouais, mais en fait, je comprends pas, je peux la revendre votre donnée? Et je dis, bah oui, bien sûr. Mais pourtant, en conditions générales d'utilisation, vous dites l'inverse. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, vous avez réussi à trouver quelque chose qui peut être une objection. Et donc, ça, vous allez pouvoir peut-être le mettre en avant. Parce que c'est précieux pour les gens de savoir qu'on peut revendre votre donnée. Surtout quand vous êtes une API. Il explique aussi, du coup, alors avant ça, j'étais pas super d'accord avec lui, mais pourquoi pas. De toute façon, il a plus d'expérience que moi, mais quand il dit qu'il y a un secret, s'il y avait qu'un seul secret pour le succès, ce serait de faire des événements live, à la fois en présentiel et online, souvent des webinars. Je pense pas que ce soit adapté à tous les SaaS. Je pense que des fois, il y a peut-être des trucs un peu plus intéressants à faire, mais pourquoi pas. J'ai pas forcément beaucoup d'expérience sur les webinars, je sais que ça fonctionne, mais je sais aussi que ça demande beaucoup de temps et surtout que ça, si on veut des webinars, il faut être capable de pouvoir aussi avoir une force de lead gen derrière qui soit très élevée. Le chapitre suivant, du coup, parle des spears et de tout ce qui est outbound prospecting. Et on a bien évidemment différentes astuces pour pouvoir améliorer sa prospection et mettre en place ses process de vente. Il explique qu'il faut entre 3 et 6 mois de son expérience pour réussir à construire un système consistant de pipeline de génération de leads et que ça prend du temps en fait, encore plus de temps pour générer du revenu à partir de ce pipeline là. Donc il faut être résilient et ne pas lâcher, c'est normal si ça ne marche pas du premier coup. Il ne faut absolument pas être impatient comme il explique ici avec tout ce qui est outbound emailing et compagnie. C'est quelque chose qui prend du temps de crafter le bon message, de trouver la bonne cible, de trouver le bon canal de communication et de trouver aussi le bon moment auquel on envoie, sur quoi on appuie, etc. Je pense d'ailleurs que en règle générale, une bonne règle, c'est de rester le plus humain possible. Il n'y a pas de raison de voir la communication comme autre chose, comme l'email qu'on envoie ou le message qu'on envoie comme autre chose qu'un message qui vise à démarrer une discussion. Et du coup, démarrer une discussion en essayant d'être le plus bienveillant possible et surtout d'être centré sur la personne à qui
on communique plutôt que d'être concentré sur notre produit et nos fonctionnalités. Donc du coup, indirectement, d'être concentré sur la valeur, parce que c'est la valeur qui intéresse le prospect, c'est pas vos features. Je vais pas lire en détail chaque chapitre suivant parce que sinon la vidéo elle risque d'être longue, mais vous pourrez la regarder. Ce chapitre-là, il traite un petit peu de ce que les erreurs que les exécutifs ils peuvent faire. Donc on a aussi des erreurs un peu de recrutement qui peuvent être faites, par exemple quand est-ce qu'il faut recruter un VP Sales, etc. Il y a un chapitre suivant qu'il a également fait sur toutes les erreurs en fait. Alors ce que j'ai oublié de dire, c'est que Jason Lemkin et Aaron Ross, c'est deux personnes Jason Lemkin, qui ont fait beaucoup dans le SaaS, donc ils ont expliqué un petit peu leurs erreurs. Quand est-ce qu'ils ont recruté par exemple un sales rep un peu trop tôt, qu'ils n'ont pas forcément payé assez les très bons sales people, parce que si tu payes en fait en dessous du marché, en fait tu récupères le bas du baril. Et si tu récupères le bas du baril, t'attends pas à avoir des résultats extraordinaires, parce qu'un bon sales, c'est quand même quelqu'un qui est capable des fois de... C'est un peu comme... pour faire une analogie sportive, c'est comme Mbappé face au Real à l'aller qui te marque un but sorti de nulle part en dribblant deux défenseurs et il te plante le but à la dernière minute du match. Tu vois. Enfin, ça c'est pour ça que tu payes un sales très cher. Parce que le type, il va être capable de te sortir une opportunité, de te conclure une opportunité même, de te closer une opportunité, et qu'une autre personne n'aurait tout simplement pas réussi à faire, et ça aurait été du coup un lead de perdu. Faut faire attention aussi, c'est ce qu'il dit, les gens qui viennent des grands groupes, c'est pas parce qu'il vient de Salesforce, de Box, Dropbox et compagnie qu'il est forcément très bon. Il y a quand même ça paraît évident, mais attention, ne soyez pas omnibulés par ce genre de choses. Il faut regarder l'expérience, il faut regarder ce qu'il a fait, il faut regarder s'il a vendu des produits qui sont similaires aux vôtres. Des fois, c'est pas parce qu'on est rentré dans une grande boîte qu'on est efficient. Il y a aussi du coup le chapitre 10, on arrive à la fin, qui traite d'un point qui est quand même assez clé, c'est la spécialisation. En fait, à partir du moment où on met en place une sales team, il faut très vite spécialiser les gens. Il n'y a aucune raison de mettre comme il explique, les sales qui sont très expérimentés, ils détestent prospecter. Alors ça c'est ce qu'il dit, je pense qu'il y en a qui aiment bien prospecter, mais en tout cas, peut-être sûrement en règle générale. Donc ces gens-là, il n'y a pas de raison qu'on les mette à faire la lead gen et qu'ils fassent du cold call. Pourquoi les mettre dans ces endroits-là? Peut-être les mettre dans des postes qui sont plus critiques, plus importants, et du coup plus difficiles aussi. Le chapitre 11 traite comment est-ce qu'on fait pour mettre en place une équipe de sales leaders qui vont mener des actions qui vont permettre de motiver la team, etc. Dans le chapitre 13, du coup, on a comment on scale une sales team avec différentes métriques qu'il faut regarder et différents conseils également. Par exemple, un mauvais système, il va toujours détruire une très bonne personne tout le temps. Quelqu'un qui est très expérimenté, qui est très fort, mais qui fonctionne dans un système mauvais, il n'y a pas de raison qu'il va être très handicapé. Donc il faut penser son système pour qu'il soit efficace, il faut penser tous ces process-là. Vous avez beau avoir les meilleurs joueurs, je ne citerai aucun club, et en fait, c'est pour ça que vous allez gagner la Ligue des Champions. Il y a un moment, en fait, l'équipe et le process est très important. Donc, pensez à toujours être des gens qui optimisent tout ça. Le chapitre 14, c'est plus des conseils pour les startups, donc pour des gens qui sont, on va dire, un petit peu avant la phase de scale ou d'hypercroissance. Il y a aussi un chapitre 15 sur tout ce qui est mathématiques, et par exemple, qu'au début, c'est très intéressant pour une startup de ce qu'il disait dans le chapitre avant, qu'il faut se concentrer en fait sur des small deals au début, parce que c'est closer de l'enterprise, c'est pas simple. Il faut souvent avoir ça prend du temps, ça demande de l'argent, et sans cash, c'est assez difficile de faire de l'enterprise. Il y a un moment où on est obligé, il y a tellement de requirements à suivre que, en fait, c'est pas des choses qui peuvent être très intéressantes quand on démarre. Donc, faut pas hésiter au début à se concentrer sur des small deals et puis monter un petit peu l'échelle au fur et à mesure. Mais comme il explique, en fait, ça va être assez difficile au bout d'un moment de construire un énorme business en se concentrant uniquement sur des small deals. Si vous voulez monter en gamme et du coup augmenter significativement votre chiffre d'affaires, il y a un moment où il va falloir passer par de l'enterprise et c'est pas 100 balles par mois qu'en fait on va les bill, mais plus des contrats à 5 voire 6 chiffres annuels, voire plus.
toc. Ouais, voilà, donc les petits deals, c'est ce qui vous permet de démarrer, et puis les gros deals, c'est ce qui vous permet de vraiment conduire la croissance, quoi. Donc il y en a énormément de croissance. On a un chapitre après 16 qui est un petit peu comme un chapitre 16 qui traite un petit peu de comment est-ce qu'on fait pour en fait, grossir, la taille des deals. Donc on en revient à ce qu'on disait avant avec l'enterprise. Et le chapitre 17, c'est Going Up Market, qui traite un petit peu de en fait, comment est-ce qu'on va pouvoir viser un peu plus haut. Et je pense que c'est un chapitre aussi, si j'ai bonne mémoire, qui traite pas mal de l'internationalisation. Il y a quelques conseils intéressants. Comment est-ce qu'on fait pour s'internationaliser, comment est-ce qu'on fait pour monter l'échelle. Donc chez eux-mêmes d'ailleurs, peut-être un chapitre qui aurait pu être mergé avec le chapitre sur... c'est un chapitre qui suit en fait For Startup Only, mais qui du coup pour les boîtes qui sont plus du coup dans des startups, dans une logique startup, mais qui vraiment commencent à taper le haut du marché. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce bouquin. Je vous le remonte. From Impossible to Inevitable. C'est un bouquin il est intéressant d'avoir sur sa table de chevet et de parcourir progressivement à son rythme de temps en temps. Parce que c'est un livre qui va vous permettre de pouvoir un petit peu vous créer une sorte d'avoir déjà en tête un petit peu une sorte les différents cycles de vie d'un SaaS, ce qui est toujours bon à savoir. Et surtout de vous rendre compte que il y a plusieurs chemins d'exécution qui sont possibles. On est vraiment dans... À aucun moment il ne prêche en fait un chemin versus un autre. Il est plus dans... C'est un peu un recueil de bonnes pratiques plus qu'un chemin à suivre. Et donc après à vous de piocher les différents conseils que vous trouvez pertinents pour votre boîte, de façon à les appliquer et puis à pouvoir construire une boîte qui scale, quoi. Donc voilà, et surtout un très bon chapitre 1 que j'ai beaucoup aimé sur Nail a Niche. Je vous souhaite une agréable journée du coup. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu vous intéresse. J'ai pivoté sur la chaîne, maintenant je parle que de SaaS. Donc si vous n'êtes pas intéressé par le SaaS, je ne sais pas si ça vous intéressera énormément le type de contenu que je vais continuer à produire. Parce que ça va beaucoup parler de ce sujet-là essentiellement. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai renommé la chaîne. Et je vais la renommer encore une fois parce que j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que cette chaîne, en fait... on va être deux à faire cette chaîne-là. Il y a Valérian Saliou qui est CTO chez Crisp qui est d'accord pour travailler du coup ensemble sur ce modèle-là. Donc on va parler absolument de tout ce qu'on apprend dans le SaaS, sachant que lui, en fait, c'est une bonne nouvelle parce qu'il a beaucoup plus d'expérience et c'est quand même devenu une sacrée grosse boîte, Crisp, et une boîte très intéressante qui n'a pas forcément fait les choses aussi en suivant les chemins classiques. Donc on va parler de SaaS et on va parler, par exemple, le prochain épisode, ça va être sur comment trouver des idées de SaaS. On a pas mal de conseils à donner sur ces sujets. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par ce type de contenu. Je pense que ça va être assez quali et il va y avoir beaucoup de choses à dire. Voilà, je vous souhaite une agréable semaine et à bientôt.